C'est l'antithèse absolue du bolchevisme. Et c'est pour ça que entre Marx et Lénine, il y a eu toute une série de petits groupes ou de courants relativement importants, comme par exemple Rosa Luxembourg, qui dénonçaient le bolchevisme et qui se battaient sur une ligne radicale. Par exemple, les luttes de libération nationale. Rosa Luxembourg s'opposait radicalement à Lénine sur les luttes de libération nationale, parce que les luttes de libération nationale, c'est une imposture. Ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie, c'est abominable. Mais le jour où les Palestiniens auront un État, avec des vrais flics palestiniens, avec des vraies matraques palestiniennes, avec une vraie oppression palestinienne, qu'est-ce que ça changera ? Le sujet essentiel de ce qui se passe de par le monde, c'est pas de donner aux gens qui n'ont pas d'État un appareil de coercition, c'est de faire péter tous les appareils de coercition du monde. Donc en Palestine comme ailleurs, à bas tous les États, à bas l'argent et vive l'émancipation humaine. Ouais. Beau projet, beau projet. Je vais essayer de prendre un peu les... Parce que depuis tout à l'heure, j'attends de voir. Voilà. J'ai des questions. Alors, j'ai une question de Daoud Nas qui me dit: en 1848, Karl Marx écrivit le manifeste communiste sous la direction de la franc-maçonnerie, pendant que le professeur Karl Ritter de l'université de Francfort écrivait l'antithèse de l'ouvrage de Marx sous la direction d'autres membres de la franc-maçonnerie. L'idée des francs-maçons était d'utiliser les différences entre ces deux idéologies pour leur permettre de diviser un nombre de plus en plus grand de la race humaine en camps adversaires et de les amener à s'entretuer. C'est vrai qu'on a souvent... parce que là, moi, quand je vous écoute, je me dis, finalement... La guerre froide qu'on nous a vendue pendant des années, donc l'espèce d'opposition entre justement un système pseudo-capitaliste et en fait un système qui se dit communiste mais qui est un capitalisme d'État en fait. Donc en fait, j'ai envie de dire, c'est la même pièce c'est les deux faces de la même pièce. Et quand il y a la commune de Budapest en 1956, ces deux bras complémentaires écrasent le prolétariat combattant de Budapest qui se bat sur des bases radicales. Parce qu'on a voulu nous faire croire que la commune de Budapest, c'était des nationalistes hongrois qui voulaient s'émanciper. Mais il faut lire les textes. Les textes du Grand Conseil ouvrier de Budapest, on les a. Les ouvriers du Conseil ouvrier de Budapest en 1956 ont écrit leur expérience historique. Ils veulent absolument pas du capitalisme d'État, ils veulent absolument pas du capitalisme privé, ils veulent construire une émancipation humaine contre tous les systèmes. Donc c'est pour ça qu'au moment de la crise de Suez, le bloc soviétique capitaliste d'État et le bloc américain ont écrasé la commune de Budapest parce qu'elle faisait peur à tout le monde. Alors le problème de la franc-maçonnerie, alors là, on a toute une série de textes apocryphes qui circulent, mais qui n'ont pas de source. Le manifeste communiste a été écrit à travers des groupes ouvriers qui, dans la première internationale, rendaient compte d'une expérience historique de lutte de classe. Et c'est à rebours de la franc-maçonnerie. Marx, dans ses textes, dit que la franc-maçonnerie est l'avant-garde du capital. Marx a toujours été contre la franc-maçonnerie, qui est l'avant-garde du capital. C'est pareil, on nous dit qu'il y a des textes entre Marx et Rothschild, etc. Mais tout ça, c'est des apocryphes. C'est des trucs qui ont circulé dans des revues où il n'y a aucune source, puis qui sont repris à droite à gauche. Il faut lire les textes de Marx, qui est une critique radicale de la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie, c'est le capital. Marx, Marx, dans la question juive, explique très bien Vatican II. Alors, il ne cite pas Vatican II, parce qu'il explique très bien comment le judaïsme, dans le cadre de la domination réelle du capital, va revenir à travers les phénomènes bancaires internationaux, et comment progressivement, il mettra l'Église à bas, non pas frontalement de l'extérieur, mais en l'infiltrant par ce mouvement d'aliénation généralisée du totémisme, du monothéisme de l'argent. Donc, Marx est aux antipodes de tous les francs-maçons, de tous les cercles Illuminati, de tous ces trucs-là. Alors le problème, c'est que il faut se documenter. Il faut se documenter. Bon, ben voilà, en tout cas, ça va remettre certainement des pendules à l'heure ce soir. Voilà. On me dit, oui, Marx est un bourgeois. C'est pas un bourgeois à tendance satanique qui a produit une idéologie responsable des millions de morts qui permet d'avoir le golem merveilleux au capitalisme d'asseoir sa domination. Ça, c'est du... J'ai un lecteur qui m'a écrit, qui m'a dit, Marx vivait comme un bourgeois. Marx vivait à Londres, dans une misère noire. Il paraît qu'il était très pauvre à Londres. Marx passait sa vie au British Museum, parce qu'il n'avait pas de quoi s'acheter ses trois premiers enfants sont morts de faim et de froid. Il vivait dans une soupente glacée où il ne mangeait que des pommes de terre, et où il ne pouvait même pas chauffer. Marx a commencé à vivre quand Engels, dont le père avait une filature à Manchester, a pu commencer à lui envoyer des mandats, et surtout à la mort du père d'Engels, où il a pu quasiment lui verser une rente. Mais c'est ça, c'est les 10 dernières années de sa vie.
Il a vécu pendant 40 ans comme un clochard. Donc ceux qui disent qu'il avait mis ses enfants dans une école privée... Mais ils étaient dans une misère noire. Ses 3 premiers enfants sont morts de faim et de froid. Et grâce à l'argent du père d'Engels, à la fin de sa vie, ils ont eu un petit pavillon où ils ont pu vivre mais très très modestement. Mais 40 années de misère noire. 40 années de misère noire. Quant au satanisme, c'est d'un débilisme absolu. Marx critique le satanisme radical de la marchandise. Qu'est-ce que le satanisme aujourd'hui? Alors, la pédophilie, la terreur, mais c'est la marchandise. L'impuissance sadique des réseaux pédophiles, c'est l'impuissance de la marchandise. Les types dont vous me parliez tout à l'heure, qui sont dans les cénacles de la classe capitaliste mondiale, grands avocats, grands magistrats, etc. Dans la pathologie d'impuissance, il n'y a plus qu'une seule chose qui peut permettre l'évolution érotique, c'est la souffrance de l'autre. C'est ça le satanisme de la marchandise. Il n'y a pas ça dans les communautés primitives. Et Marx et Engels font tout un travail sur les pathologies de la communauté organique, qui sont quasiment inexistantes, et les pathologies de la société de l'avoir. Pourquoi? Quand un enfant naît dans une communauté primitive, il est d'emblée accueilli dans une harmonie gigantesque. Quand vous voyez le film Danse avec les loups, bon, c'est un film qui est quand même relativement hollywoodien, mais on voit bien l'épanouissement généralisé du groupe. Aujourd'hui, quand un enfant naît, il est jeté dans le traumatisme, les dépossessions, les pathologies de la famille. Il devient un enjeu complètement délirant. Aujourd'hui, tout le monde veut un enfant. Même les homosexuels veulent un enfant, parce que c'est le dernier refuge du vide absolu. Donc, avoir un enfant dans une communauté ou avoir un enfant dans la société, c'est complètement différent. Tout est différent. Non, mais ça, c'est une bonne explication. On me dit, le bolchevisme, c'est quand même de l'anti-religieux. Ben oui. Le bolchevisme se situe... On Mais peut parler de philosophie alors, athée, le problème, c'est qu'il faut faire l'opposition entre le sacral et le sacré. Dans la communauté organique, il n'y a pas de sacré parce qu'il n'y a pas de profane. Je n'ai du sacré que là où j'ai du profane. Dans la communauté organique, il n'y a pas de division. Tout est sacral. Quand vous voyez Danse avec les loups, chasser le bison est sacral. Faire l'amour est sacral. Cueillir une fleur est sacral. Laver son linge est sacral. Tout est une participation communautaire et communielle au divin de la vie. Il n'y a pas de Dieu, il y a du divin. Et il n'y a pas de sacré, il n'y a que du sacral. Par contre, pour arriver à la profanation absolue de la marchandise contemporaine, on ne pouvait pas passer du jour au lendemain de la communauté organique où tout est sacral à cette horreur marchande. Il a donc fallu une longue étape de transition où cohabitaient le sacré et le profane, et où le profane ne cessait de manger le sacré, pour le réduire, jusqu'à la portion congrue de la contemporanéité qui fait qu'aujourd'hui, on est dans la religion de la marchandise, dans la religion satanique de la marchandise, et il n'y a plus du tout de sacral. Mais le sacré est une imposture, parce que le sacré gère les décombres du sacral pour les faire disparaître. C'est toute l'opposition entre le Christ et l'Église. Le Christ n'a pas fondé d'Église. Le Christ a fondé une ecclésia, c'est-à-dire une assemblée communautaire d'amour de l'être. Vous ne trouverez jamais dans les paroles du Christ l'apologie d'une structure épiscopale, institutionnelle, étatique, para-étatique. Le Christ est un insurrectionnaire. À la décadence de l'Empire romain, les cultes polythéistes sont moribonds, et l'empire étatique romain doit unifier sa structure aliénatoire. Et il va se servir du christianisme pour unifier ça dans une religion. Mais la religion, c'est la déchéance de la parole du Christ. Et aujourd'hui, si tout le monde tape sur le christianisme et sur le catholicisme, c'est pas le catholicisme qui est la cible. C'est que la puissance du Christ est tellement forte que même dans le carcan d'une église qui l'a aseptisée, il continue de suer sa luminosité. Donc quand on tape sur l'Église, c'est pas sur l'Église qu'on tape, c'est sur le Christ. L'Église l'a déjà vendu 100 fois. L'Église, c'est-à-dire que l'Église... C'est un appareil d'État, l'Église. Voilà, c'est exactement. Donc on peut comparer le même principe on va dire que l'ingénierie qu'exerce l'État sur la société, c'est la même chose avec l'Église et la communauté de religieux. Mais alors sur l'ingénierie, il faut voir que l'ingénierie n'a pas d'histoire autonome. L'ingénierie sociale, ça n'existe pas. Ou plus exactement, ça n'existe qu'en tant qu'appendice du fétichisme de la marchandise.
Il n'y a pas un jour des techniciens de l'ingénierie sociale qui ont dit « Ah ben on va créer un super appareil de contrôle ». C'est immanent au fétichisme de la marchandise. C'est comme le terrorisme. Les attentats du 11 septembre, c'est immanent au despotisme aliénatoire de la marchandise qui se répand. Alors il y a bien évidemment des agents actifs qui théorisent, qui organisent la pratique, mais ils ne sont que des effets consécutifs de l'immanence aliénatoire. Alors, on va faire une petite pause parce que je vois que c'est l'heure. Ah, il y a une pause ? Oui, il y en a deux. On va boire un verre. Eh ben voilà, exactement, on va boire un verre et comme ça, on va reprendre ensuite les questions parce que je sais qu'il y en a plein. Vous êtes tellement nombreux à être connectés que j'ai du mal moi-même à me connecter. C'est pour vous dire. Si on pédale, peut-être. Ouais, peut-être ça ira mieux. En tout cas, la régie elle est prête, donc on fait la petite transition, petite pause et puis on revient juste après. À vous la régie. Voilà, donc de retour. Toujours sur la libre antenne, c'est la saison 2 et on est toujours avec Francis Cousin. Alors, il y a pas mal de questions, évidemment, de réactions. Voilà, on me dit par exemple... conférence. Voilà, il fait une conférence titrée Le communisme comme tradition primordiale que j'ai vue. Et là, je dis que ça fait une nouvelle spiritualité qui les éloigne justement de la tradition primordiale. C'est Opossum qui dit ça. Alors le problème, c'est que le concept de tradition primordiale, à travers toute une série de courants gnostiques, ésotériques, évoliens ou de différents types, est parti dans un cheminement hiérarchiste, chéfiste, initiation. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dépositaires d'une tradition, il y a l'ésotérisme, il y a l'ésotérisme. Pour Marx et pour la réalité historique, c'est pas du tout ça la tradition primordiale. La tradition primordiale, c'est cette aspiration invariante, sacrale, radicale, générique, qui depuis que nous avons été dépossédés de notre être par la révolution néolithique, il y a cependant en nous quelque chose qui subsiste en chacun d'entre nous et qui fait que nous sommes dans l'insatisfaction de ce monde. La tradition primordiale, primordialus, c'est ce qui est important, mais c'est en même temps ce qui est au début. Donc le primordial est le début, et le primordial est l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel et qu'est-ce que le début ? C'est que pendant des millénaires, nous avons vécu en communauté organique, sans État, sans argent, sans exploitation, sans pathologie mentale, dans un épanouissement, comme on le voit, je le disais tout à l'heure, dans Danse avec les loups, et qu'à partir du moment où la civilisation s'est mise en marche, elle n'a pas simplement brisé le rapport de l'homme à la nature, le rapport de l'homme à l'homme, mais elle a scissionné l'homme en lui-même. Et donc depuis, le déploiement historique, c'est celui d'une gigantesque pathologie de dépossession, de dessaisissement. Mais la tradition primordiale n'est pas une spiritualité. Pourquoi ? Parce que la spiritualité rentre dans une division du travail sacré-profane. Il faut sortir de cette imposture, à bal sacré, à bal profane, qui sont des séquences aliénatoires complémentaires pour dépouiller le sacral. Donc au nom du sacral, qui est l'unité organique du tout absolu, ce que nous ont appris Héraclite et Parménide et les présocratiques, c'est-à-dire que le sacral est le tout du monde. À partir de Socrate, à partir de Platon, à partir d'Aristote, on va diviser le monde en séquences aliénatoires. Il y aura la rhétorique, il y aura la politique, il y aura les mathématiques, il y aura l'esthétique. Aujourd'hui, on nous présente ça dans le crétinisme universitaire de la marchandise comme une richesse. C'est un appauvrissement. Tout ce qui produit des expertises, des spécialités, des cristallisations, c'est une névrose de coupure, de séquence, de séparation, de division, de clivage. Ce que nous ont appris Héraclite et Parménide, ce qu'a repris Hegel et ce qu'a repris Marx, c'est cette idée essentielle que la tradition primordiale nous a légué le tout générique du monde dans son insécabilité. Et nous émanciper, c'est retrouver l'insécabilité. Donc, voilà, tradition primordiale. Alors, on nous dit aussi, ça c'est... Alors, je vais résumer un peu la question. On me dit, voilà, à savoir que dans les sociétés organiques, il y a un rapport de force après qui va s'exercer avec les civilisations, sauf que les civilisations vont produire des soldats d'élite et pas les sociétés organiques. Et c'est pour ça qu'il dit, regardez comment, on me dit par exemple l'exemple des Indiens d'Amérique qui se sont fait balayer évidemment par les sociétés européennes organisées en État, alors que les Indiens d'Amérique n'étaient pas organisés en État. Alors, les Indiens d'Amérique, ça n'existe pas. Parce que les Indiens d'Amérique, c'est un concept pluriel, parce qu'il y a des chasseurs, il y a des cueilleurs, il y a des agriculteurs, il y a des sociétés militaires despotiques comme les Incas, comme les Mayas,
Il n'y a aucun rapport entre un Sioux et un Maya. Ouais. Donc, il y a des communautés, il n'y a pas de société organique, il y a des communautés organiques. La société présuppose l'explosion de l'organicité. Donc, la communauté organique est une communauté immanente où le tout se communique à lui-même, sans séparation, sans médiation, dans une société anti-étatique et anti-argent, comme les Sioux, comme les Cheyennes. Le film de Mel Gibson, Apocalypto, montre très bien que dans le cadre d'une division géographique de société indienne, on a l'empire oppressif et on a la communauté de la forêt. Ces deux groupes sont sans aucune communauté de relations possible, si ce n'est que l'un peut être le prédateur de l'autre. Mais entre la communauté de chasseurs-cueilleurs de la forêt, qui ignore les pouvoirs, les divisions, les aliénations, et la société des sacrifices humains de l'empire étatique des grandes constructions, il y a un abîme absolu. Donc, quand les Européens ont découvert le Nouveau Monde, ils ont découvert des nouveaux mondes. Il y avait des sociétés despotiques comme les Incas, comme les Mayas, comme les Toltecs, comme les Apothèques, qui vivaient, entre guillemets, dans le despotisme oriental qu'on rencontre en Inde, en Chine ou en Égypte, ce que Marx appelle les sociétés hydrauliques, c'est-à-dire que à partir du moment où les communautés primaires, après la révolution néolithique, se sont dissous, se sont créés des empires étatiques qui étaient les grands agents hydrauliques de l'irrigation de la grande communauté étatique. C'est-à-dire que quand on passe à l'irrigation intensive, il faut créer une structure étatique. Et tous ces grands empires architecturaux sont des sociétés hydrauliques, le Nil, le Gange, etc. Donc, il n'y a aucune commune mesure entre les Sioux, les Cheyennes, les Guayaquis dans la forêt amazonienne et les Incas. Et donc, on a des mondes indiens qui d'ailleurs se font la guerre et qui n'ont rien à voir, qui correspondent à des degrés divers et diversifiés du devenir de l'aliénation historique universelle. D'accord, donc il y en a qui sont déjà en fait très avancés voilà. et d'autres qui sont plus, on va dire... Mais les plus archaïques, c'est les chasseurs-cueilleurs des plaines, c'est-à-dire les Sioux, les Cheyennes, les Cris, les Abénakis. Par contre, les Navarros sont déjà aux portes de l'agriculture. Et puis, toutes les sociétés guatémaltèques, elles, sont déjà rentrées dans une civilisation étatique. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'il semble... Alors, je ne sais pas si historiquement ça se vaut, mais c'est que justement, les communautés d'Amérique du Nord, elles ont fui petit à petit, justement, ces grands empires centraux pour... Il y avait constamment, entre guillemets, une aspiration à vivre l'humain et à sortir de cela. D'ailleurs, la conquête espagnole n'aurait pas été possible si les sociétés et les communautés indiennes n'avaient pas été si divisées. Cortés, quand il met en marche son armée, il a 60 mousquets et 20 chevaux, mais il a 6000 piétons indiens. Oui. Oui, ça on l'a su maintenant, mais ils avaient trafiqué un peu, ils avaient trafiqué un petit peu l'histoire. Et justement, alors ces communautés, elles sont proches quelque part, un peu j'ai envie de dire aussi de ce qui s'est passé en Europe, puisque on a vu là pour le coup les communautés d'Amérique du Nord qui se sont révoltées. On se souvient de la révolte de Wounded Knee, ça c'était dans les années 70, et c'est un peu ce principe-là, un peu, ça me fait penser un peu. Ouais, mais là c'était la fin, parce que comme il n'y a pas de substrat massif et comme il n'y a pas d'esprit insurrectionnaire étendu, l'Indien est condamné à finir alcoolique dans une réserve, à regarder la télé, à manger du pop-corn. C'est le drame quelque part de ces communautés indiennes, ça a été le départ des Français. Ouais. Parce que les Français, qui étaient donc catholiques, dans un rapport, le catholicisme quelque part est un polythéisme maintenu. Il y a un rapport à la nature, au sexe, à la joie, à la danse. Il y avait beaucoup de mariages mixtes entre les Normands, les Poitevins, les Bretons qui arrivaient au Québec et dans la Nouvelle-France. La colonisation anglaise et encore plus américaine, qui était donc d'un esprit judéo-calviniste, était exterminatrice. L'Indien, c'était de la merde ou du diable. Donc il fallait lui piquer la terre et le flinguer. Aujourd'hui, si vous allez au Québec, quasiment toutes les tribus indiennes parlent le français et sont mélangées. Vous avez Jérôme Belleville, vous avez Jacques Bonvoisin, ils ont des noms français et ça résulte d'un métissage qui a eu lieu au XVIe, au XVIIe siècle. Tous ces paysans français qui débarquaient là-bas et qui n'avaient pas de femmes allaient vivre en Huronie
avec les Mohawks, avec les Abénakis, et ils faisaient des enfants. Donc quand la France a perdu dans les plaines d'Abraham son conflit contre l'Angleterre, ça a été un drame pour les Indiens, parce que les Indiens ont compris qu'on les laissait, entre guillemets, seuls avec l'exterminateur. Oui, d'ailleurs, beaucoup d'Indiens pensent que les Français ne cherchaient pas à voler les terres. Non, alors, pas simplement parce qu'ils avaient une vision, grâce au christianisme catholique, qui était beaucoup plus respectueuse, mais aussi parce qu'il y avait une pression démographique. C'est-à-dire qu'il y avait 60 000 Français quand il y avait déjà 1 million d'Anglais. Ouais. Donc... Ah oui, oui, le rapport était vraiment voilà. en notre faveur, on peut dire ça, c'est évident. Alors, j'essaie de... Malheureusement, ce soir, le chat avec tout... Vous êtes tellement nombreux que c'est très compliqué de vous avoir. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Voilà. D'après vous, quelles sont les raisons qui ont poussé à la naissance du capitalisme et le fait qu'il s'est imposé, qu'il a perduré? Pourquoi cette révolution du néolithique? On a expliqué, c'est que c'est la production qui augmente et alors, la révolution néolithique, la révolution néolithique est inévitable, comme tout ce que l'histoire a posé, parce que Hegel et Marx nous ont appris qu'il y avait un déterminisme implacable. Il n'y a pas de hasard dans l'histoire. Les gens qui parlent de hasard sont des gens qui n'ont pas saisi la nécessité. Les hommes ne font l'histoire qu'en tant qu'ils expriment les matrices globales de l'histoire en mouvement. À partir du moment où la révolution néolithique met en marche des stocks agraires, il est inévitable que va se mettre en marche le troc. Le troc, c'est un pré-échange. Le troc, en tant que pré-échange, va commencer entre communautés. Mais la révolution néolithique, développement relativement et progressivement de plus intensif des cultures, va produire des surplus croissants. Et donc, à partir de ce moment-là, le troc, puis l'échange, qui avait lieu de communauté à communauté, vont ricocher à l'intérieur de la communauté. Ah, parce qu'on n'échangeait pas dans la communauté. On n'échangeait pas dans la communauté. On échangeait, de communauté à communauté. Moi, je fabrique du bois, je vais échanger contre des pots. Voilà. Et à partir d'un certain degré de déliquescence, ce que montre très bien Engels dans l'origine de la famille et de la propriété, ce ricochet va devenir férocement déstructurateur. Et c'est lui qui casse le génos communis. C'est-à-dire le génos communis grec qui est explosé par les réformes de Solon et de Clisthène et qui va créer le démos aliénatoire de la marchandise, l'oikia prolétarienne et la police de la domestication, il vient dans une Grèce qui a assumé les effets de la révolution néolithique d'une manière relativement considérable et qui développe un commerce dévastateur. Et donc, dans un premier temps, entre groupes externes, et dans un second temps, au sein du groupe interne. Et à partir du moment où là, le groupe interne est attaqué par le troc et l'échange, il est condamné à la mort. Alors après, il y a des rythmes différents, il y a des temps, il y a des cycles, il y a des durées longues, il y a des durées rapides, il y a des spécificités en fonction des seuils contradictoires que l'on rencontre dans l'espace de chaque matrice historique. Mais tout est joué. Parce que l'État, parce qu'en fait, oui, l'État est obligé de faire son apparition pour faire un rôle de redistribution entre tous ces échanges. Et c'est pour ça que le communisme n'est possible qu'universellement. C'est-à-dire que si on recommençait des communautés qui se mettaient à produire, et puis à troquer, puis à échanger, on recommencerait la même histoire satanique de la marchandise. C'est pour ça que le substrat essentiel de l'émancipation humaine, par l'abolition de l'argent, c'est l'abolition de l'échange. Dans une communauté humaine universelle, il n'y a pas d'échange. Il y a une centralisation fédéraliste des besoins, des productions, et à partir de là, il y a une diffusion des productions en fonction des besoins. Mais il n'y a pas d'échange. D'accord, donc ça voudrait dire quoi? Il faudrait produire, par exemple. Est-ce que, je sais pas, le système français avec le service public, ça se rapproche quand même de ça, donner un service public? Mais non, parce que le service public, c'est une mécanique de l'appareil étatique de l'aliénation marchande. Le service public, il a lieu dans un champ économique. C'est-à-dire que dans la communauté communiste, comme on les a vécues, en Ukraine, en Espagne en 1937, l'abolition de l'argent et de l'État fait que immédiatement, il y a la mise en marche de l'homme immédiat face à l'homme immédiat en fonction de ses besoins immédiats, sans médiation politique, économique, institutionnelle. Donc, il se met en marche des coopératives communistes où les gens décident de leur production, de leur distribution,
Mais rien n'est thésaurisable, rien n'est stockable, tout se fait dans l'immédiateté du rapport de cette immédiateté consommatoire, mais sur une base humaine antisolvable. À partir du moment où il y a une solvabilité même aidée, le problème essentiel, c'est le débat Proudhon-Marx. Proudhon veut équilibrer les contradictions de la marchandise. Il y a un bon côté dans l'économie, il y a un mauvais côté dans l'économie. Il y a un bon côté dans la politique, il y a un mauvais côté dans les... Et avec le crédit mutuel, avec le mutualisme, on va créer une société coopérative généralisée qui va amender la marchandise et améliorer le fétichisme de la misère. Et Marx, c'est non. On n'améliore pas cette merde. Il dit toute l'économie politique débouche sur la merde de l'exploitation. On n'aménage pas ça, on le détruit. Donc il y a un débat de fond au sein de la Première Internationale entre ceux qui veulent une économie nouvelle, une politique nouvelle, une banque nouvelle, une production nouvelle, et puis ceux qui disent on veut la communauté du vrai vivre. Mais la communauté du vrai vivre n'est pas un désir délirant et prestidigitionniste. Il est inscrit dans notre histoire puisqu'il remonte à cette communauté organique qui a existé pendant des millénaires. Parce que si je montrais à vos auditeurs une carte de notre histoire humaine entre le temps des communautés organiques et le temps des civilisations du despotisme étatique, le despotisme étatique, depuis le néolithique, c'est ça. Par contre, les communautés organiques, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est notre substrat des profondeurs. La révolution néolithique, elle a eu lieu il y a très peu de temps. Parce que c'était encore le cas, par exemple, les aborigènes, on peut dire, oui, bien sûr. ils vivaient encore avant... Et alors, il y avait encore des communautés de chasseurs-cueilleurs paléolithiques au siècle dernier. Il y avait encore en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y avait encore, il y a quelques années, des groupes d'émergence humaine, sans médecine, sans spécialité, parce que chaque membre de la tribu connaissait 3000 plantes et ses applications pour la santé humaine. Il n'y a pas de médecin. J'ai pas besoin de médecin. Mais non, c'est-à-dire que tout ce qu'on nous présente comme richesse et pauvreté, tout ce qu'on nous présente comme vérité et fausseté, tout doit se lire à l'envers. C'est pour ça que Marx, dans les manuscrits de 1944, et ce que j'ai repris dans le livre la critique de la société de l'indistinction, dit « La liberté démocratique de l'asservissement à la marchandise est une indistinction généralisée où tout s'écrit à l'envers. Le beau devient laid, le juste devient injuste, tout se lit à l'envers. » Lui, il me dit, c'est vrai comment la communauté... Alors, elle va être, imaginons qu'une communauté encore aujourd'hui, de nos jours, qui veut vivre comme ça. toute l'histoire est faite d'États qui disparaissent sous le coup d'autres États. Et le problème a été posé lors de la Commune de Paris, dans le débat entre Marx et Blanqui. Entre Marx et Blanqui, il y a eu un débat, parce que Blanqui représentait un vieux mouvement ouvrier à tentation militariste, putschiste, etc. Et les blanquistes considéraient que la Commune de Paris avait échoué parce qu'elle était insuffisamment organisée, insuffisamment militarisée et insuffisamment professionnalisée. Ça, c'est le petit bout de la lorgnette aliénatoire des visions séparées. Ce que Marx a montré, c'est que la Commune n'a pas échoué pour des raisons militaires, elle a échoué pour des raisons sociales, parce que nous étions dans un temps de domination formelle, où le capital était en plein essor, et on ne peut pas foutre en l'air l'État et le capital quand il est en plein essor. Ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut abattre l'État. C'est pareil, la révolution en pays de Valence et d'Aragon avec les communautés communistes de Barcelone. De Barcelone, oui. Bien évidemment que ce sont les républicains, les antifascistes qui les ont massacrés. Mais il ne faut pas s'arrêter à cet horizon étroit. C'était aussi parce que la période historique ne pouvait pas permettre une extension. Quand les communards, en 1871, ont voulu effectivement étendre leur mouvement vers Lyon et vers Marseille, ça n'a pas pu se faire. Parce que les conditions historiques d'alors faisaient que la décomposition parisienne était très spécifique et que l'État mis en marche par tiers s'était déjà recomposé dans la province. Donc, même si les communards avaient été 10 fois plus organisés, avec 20 fois plus de fusils, 30 fois plus de canons, ils auraient perdu. Et la logique de l'histoire, elle est universelle. Napoléon, à Waterloo, aurait pu effectivement gagner si Grouchy avait été, je dirais, plus proche et s'il avait exécuté les directives de Napoléon d'une manière plus pointue. Mais Napoléon aurait perdu le mois suivant.
L'idée que les hommes peuvent retourner l'histoire est une imposture narcissique d'impuissance. Les gens veulent être virilistes, musclés, forts. Ils veulent montrer que l'histoire, ils peuvent la faire. Mais c'est un fantasme. L'homme ne fait l'histoire qu'à partir du moment où l'histoire décide de se faire en utilisant les passions des hommes, à ce moment-là, dans cette direction et dans cette configuration-là. Donc, aujourd'hui, tout combat politique, tout combat économique qui a pour objectif un nouveau type d'État, un nouveau type de banque, un nouveau type d'économie, est déjà intégré dans le dispositif aliénatoire des recompositions du capital. Donc en fait, toutes les oppositions... Il n'y a pas d'opposition. C'est des fausses oppositions. Alors, ce n'est pas des fausses oppositions. Ce sont les formes multiformes de la forme marchandise. Je peux vouloir une marchandise patriote, je peux vouloir une marchandise cosmopolite, je peux vouloir une marchandise raciste, je peux vouloir une marchandise écuménique. Je peux vouloir 500 formes de marchandises. Sauf que l'émancipation humaine dit « Ah ben la marchandise », et elle se fout de ces 1000 formes de marchandises parce qu'elle n'en veut pas. Donc moi, je me bats à mon petit niveau en transmettant les textes fondamentaux de Marx qui prennent enfin leur acuité, parce que c'est aujourd'hui que Marx est le plus actuel. Marx a écrit au XIXe siècle la nécrologie du capital pour le XXIe siècle. Marx a tout prévu, il a prévu l'informatique, il a prévu le terrorisme, il a prévu les recompositions impérialistes de l'Amérique. Alors, il ne donne pas les mêmes noms que nous donnons aujourd'hui, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout a été dit. C'est pour ça que je dis, il n'y a plus rien à écrire aujourd'hui. Je veux dire, quelqu'un qui lit l'intégralité des œuvres de Marx et des groupes radicaux qui ont produit cette trajectoire historique, il a tout compris. Les deux bouquins que j'ai faits, Critique de la société de l'indistinction et Lettres contre l'avoir, qui sont la reprise de conférences ou de textes, n'apportent rien. C'est simplement des synthèses de transmission plus aisée de la complexité de Marx. Mais il faut comprendre une fois pour toutes que hors des chemins, des flagorneurs, des illusionnistes et des faux créateurs, tout a été dit. Et contre la masturbation onaniste du vide éditorial, il n'y a plus rien à écrire, il n'y a plus qu'à transmettre ces textes fondamentaux, qui sont d'ailleurs totalement inconnus. Totalement inconnus, oui. Qui sont totalement inconnus. Parce que les textes de Marx sur la crise, sur le terrorisme, sur la question juive, sur la crise financière, sur le développement aliénatoire, sur tout, les textes de Marx sont le tout du monde, parce qu'il les a écrits au moment de la grande fracture de la modernité, où tout apparaissait enfin. D'ailleurs, c'est dans cette modernité, la Révolution française a joué un énorme rôle en Europe. Alors, elle a joué un énorme rôle, mais non pas en tant que c'était une révolution de l'émancipation, mais autant où c'était une révolution de l'aliénation. C'est-à-dire que la révolution de 1789 est une révolution capitaliste qui doit mettre les pendules à l'heure de la modernité industrielle en devenir pour que l'éclosion du fétichisme de la marchandise parvienne à son objectif. Marx dit le commencement de la révolution capitaliste, c'est la révolution agraire. La révolution agraire permet l'émergence industrielle d'un capitalisme moderne. La France d'Ancien Régime, contrairement à l'Angleterre, était une France où toute une série de substrats étaient encore conservés par rapport à l'Angleterre sur l'avant. Il y avait encore une France paysanne, il y avait des corporations, il y avait les communaux, il y avait toute une série d'obstacles qu'il fallait briser militairement. Donc la Révolution française a été l'acte militaire par lequel le capital a brisé son antériorité pour permettre justement l'éclosion du despotisme de la marchandise. Voilà, donc de retour, après ce petit problème technique, normalement c'est rétabli. Alors, il y a une question, alors ça c'est vrai, autant la poser tout de suite. On me dit, le cœur du problème ne serait-il pas justement la question juive qui est le dénominateur commun à l'histoire de l'homme? D'autant que, comme le rappelle l'invité, Marx, qui est supposé avoir écrit sur tout, a établi un chapitre sur la question juive. Pourquoi elle en particulier? Oui, c'est vrai que Marx, il a parlé de ça. Marx n'a pas écrit un chapitre, il a écrit un ouvrage, qui est un ouvrage décisif, puisque c'est le préambule méthodologique à ce qui va produire l'éclosion de la critique de l'économie politique, puis du capital. Bon, Marx a écrit une question juive, il n'a pas écrit une question bouddhiste ou une question hindouiste. C'est donc qu'il y a, dans la méthodologie révolutionnaire des luttes de classe pour l'émancipation humaine, un problème particulier sur cette question. Alors d'abord, Marx nous explique
que la question juive n'est pas une question raciale. C'est pas une question raciale. Un juif polonais n'a strictement rien à voir avec un juif de Marrakech. Donc, nous parler de la question juive comme une problématique raciste, c'est une imposture, dans un sens comme dans l'autre. Ensuite, la question religieuse, c'est aussi une imposture. Il y a plein de juifs qui se disent athées et qui pourtant se disent juifs. Oui, Attali et BHL, Voilà. on les cite Donc, plus. Marx, dans son rapport méthodologique préliminaire à la critique de l'économie politique, écrit une question juive, parce qu'il fait de la question juive un des cœurs sensibles de l'évolution historique et stratégique du devenir de la marchandise.